Merci, Monsieur Dupont. Madame Fabienne Keller. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues, nous sommes amenés, chers collègues, à débattre d'un sujet de société, évidemment, qui impacte fortement et durablement la vie de nos concitoyens. Chacun de nous a bien sûr le devoir de se prononcer selon sa conscience et son vécu. À ce titre, je veux souligner que le groupe politique auquel j'appartiens permet à chacun d'exprimer son opinion et ses convictions sur ce sujet. Je veux en remercier ici le président de mon groupe, Jean-Claude Gaudin. Comme pour chacun d'entre nous, chers collègues, c'est le vécu du terrain, la richesse des rencontres, la participation, le suivi de débats et aussi la souffrance exprimée lors d'échanges qui nous conduisent à faire notre choix. C'est mon expérience d'élu de terrain et de parlementaire qui a forgé, au plus profond de moi-même, ma conviction. Cette conviction, c'est qu'il est temps pour la République de donner aux personnes homosexuelles la même reconnaissance, les mêmes droits et la même sécurité juridique qu'aux personnes hétérosexuelles. Je comprends l'attachement au mot « mariage » de nos concitoyens opposés au projet de loi du gouvernement. Mais j'entends également la revendication légitime d'égalité des couples homosexuels face à l'ensemble des institutions de la République. Même si notre société a beaucoup évolué, le chemin de l'adolescence, de la construction de sa vie d'adulte et de l'acceptation personnelle, familiale et sociétale demeure parsemé de difficultés profondes pour nombre d'homosexuels. Par ailleurs, je suis profondément attachée à la famille, à son rôle structurant dans la société. Premier cercle de l'éducation, de la construction de l'individu et des solidarités. La famille, c'est un repère fondateur. Permettre à des personnes homosexuelles de s'unir, de se marier, de fonder une famille, c'est promouvoir et consolider la structure familiale dans une société qui prône trop l'individualisme et le chacun pour soi. Avec le mariage homosexuel, chers collègues, se pose bien sûr la question de l'enfant, au centre de nos débats d'ailleurs. Ce qui relève de l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est d'être aimé, choyé, éduqué par ses parents. L'homoparentalité ne prive pas les enfants des richesses de l'altérité dans son éducation. Nous savons tous que la famille présente désormais des formes diverses. Famille homoparentale, mais aussi famille monoparentale, enfin famille recomposée. Défendre l'intérêt de l'enfant, c'est aussi se préoccuper de la précarité des milliers d'enfants élevés aujourd'hui par des couples homoparentaux dans lesquels un seul parent est reconnu par la loi. Cette situation met l'ensemble de ces enfants dans une position, nous le savons tous, d'insécurité juridique. Et il ne faut pas s'y tromper, chers collègues, le droit à l'adoption n'offre pas un droit automatique à l'enfant, il ouvre le droit de se soumettre aux procédures et contrôles légaux en vigueur. Ceux qui ont la chance d'être parents savent quelle est l'importance des enfants, le sens qu'ils donnent à nos vies. Or, aujourd'hui, accepter son homosexualité, c'est renoncer. C'est renoncer au mariage et c'est renoncer à la parentalité. C'est s'amputer d'un des plus beaux buts de l'existence, fonder une famille, aimer et élever des enfants. L'homosexualité n'est pas un choix. C'est une réalité qui s'impose à ceux qui aiment une personne de même sexe. Je ne me sens pas prête, en tant que parlementaire, à ce que la préférence sexuelle que l'on se découvre à l'adolescence puisse conditionner l'ensemble de l'existence d'une personne. Je ne me sens pas prête, en tant que parent, à interdire ce bonheur à ceux dont les orientations sexuelles ne seraient pas les miennes.
Nous sommes tous évidemment des êtres en quête de bonheur. Notre rôle de parlementaire n'est pas de l'inventer, mais de le rendre accessible. L'homosexualité n'est ni un danger, ni une chance pour notre société. Elle en fait tout simplement partie. Je souhaite prendre en compte cette réalité plutôt que de la contester. Pour l'ensemble de ces raisons, par attachement à la notion d'égalité, pour laquelle je me suis toujours battue, après avoir réfléchi, interrogé mes valeurs, le sens de mon engagement, j'ai décidé, en mon âme et conscience, de voter en faveur du mariage pour tous. C'est pourquoi je voterai donc l'article 1er de ce texte qui nous est soumis ici, comme l'ensemble de ce projet de loi. Je vous remercie. Merci, Madame Keller. Monsieur François-Noël Buffet. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Madame le Ministre, mes chers collègues, quelques mots simplement. D'abord pour redire, comme l'a rappelé tout à l'heure le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, que les propos de notre collègue Laurent tout à l'heure étaient fortement déplacés. Les propos qu'il a tenus à notre endroit, notamment pour laisser entendre que nous serions homophobes. Jean-Pierre Raffarin a dit les choses très clairement, mais je regrette, ou encore faut-il regretter, qu'il n'ait pas été là cet après-midi, au moment du débat que nous avons eu sur l'union civile, car il aurait pu se rendre compte à ce moment-là que naturellement, ça n'était ni notre volonté, ni notre attitude, ni nos convictions. Que l'objectif était avant tout d'abord d'admettre et de dire que l'on pouvait parfaitement faire ce choix de vie, mais que l'on pouvait naturellement obtenir les mêmes droits dans tout son sens pour un couple homosexuel et que l'union civile était de nature à répondre à cette demande et à ce droit que l'on admet bien volontiers, je le redis. Mais la majorité sénatoriale en a décidé autrement, préférant maintenir la position qui est la sienne et en parlant de mariage, du mariage pour tous, qui, vous l'avez dit également, entraîne nécessairement la filiation. Or, sur ce point, si sur une partie de ce sujet, vous êtes soi-disant ou publiquement réservé, je pense en particulier à la procréation médicalement assistée, voire même à la gestation pour autrui, il n'en demeure pas moins que sur l'adoption, les choses sont engagées. Je ne reviens pas sur ce qu'a dit le doyen Gelard, sur les conditions de cette adoption, les difficultés qui seront rencontrées, voire même les impossibilités que les couples trouveront sur leur chemin pour pouvoir aboutir dans leur désir d'enfant. Mais ce que je crains surtout, c'est que la réalité arrivera très très vite, puisqu'on nous promet un texte par ailleurs assez rapide sur la famille, dans lequel on évoquera inévitablement le problème de la procréation médicalement assistée et dans lequel on ne pourra pas faire autrement, parce que si l'on est dans le souci d'égalité que vous souhaitez, d'évoquer le problème de la gestation pour autrui. Et sur ce point-là, nous ne pouvons évidemment pas vous suivre, parce que la gestation pour autrui, c'est la mise dans le commerce d'un être humain et des femmes. Que les choses soient bien claires. C'est cela, car aux États-Unis, on peut s'offrir un enfant pour 80 000 €, alors qu'en Europe centrale, c'est sans doute de l'ordre de 15 000 €. Et puis on se mettra dans ce dispositif-là, qui est d'ailleurs contraire à la législation française, puisque je rappelle que le corps humain n'est pas dans le commerce. Et pour toutes ces raisons-là, que vous n'abordez pas aujourd'hui, parce que ça n'est pas abordable aujourd'hui sur le plan politique, vous y viendrez la prochaine fois. Et en réalité, avec ce texte, vous avancez masqué. Et nous savons tous, parce que personne n'est dupe ici, que la prochaine étape, ce sera celle-ci. Et c'est pour ces raisons-là que je ne voterai pas ce texte. Merci. Merci, Monsieur Buffet. Monsieur Philippe Bas. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, j'ai parfois le sentiment, en écoutant les échanges que nous avons, que la définition du mariage elle-même est en question et que certains d'entre nous ne l'ont plus réellement à l'esprit. Bien au-delà de cet hémicycle, on peut d'ailleurs
faire la même observation. On observe notamment que les institutions de sondage posent souvent deux questions à nos concitoyens. La première, pour savoir s'ils sont pour le mariage des personnes de même sexe, et la seconde, pour savoir s'ils sont pour l'adoption par des époux de même sexe ou des personnes de même sexe vivant en couple. Il est très intéressant de constater que la réponse n'est pas la même aux deux questions. On peut se demander pourquoi, parce que quand on regarde l'article 345.1 et l'article 346 du Code civil, on voit écrit noir sur blanc, premièrement, que quand la filiation d'un enfant n'est établie qu'à l'égard d'une personne, le conjoint de cette personne peut l'adopter. Donc l'adoption par le conjoint est automatique. Quand on est marié, on peut adopter l'enfant de son conjoint. Et deuxièmement, c'est l'article 346, il dit que deux personnes ne peuvent pas adopter d'enfants sauf s'ils sont mariés. Et par conséquent, sans toucher à quoi que ce soit, mais on verra tout à l'heure que pourtant vous allez toucher quand même à ces règles, le système dans lequel on rentre est un système qui rend l'adoption automatique. Je crois qu'il faut que les Français en soient bien conscients, car j'ai le sentiment que malgré le débat qui s'est développé au cours des derniers mois, ils imaginent encore qu'un mariage pourrait être possible sans qu'en découle naturellement, automatiquement, la possibilité de l'adoption par le conjoint ou de l'adoption conjointe par les époux. Et ça pose évidemment une question grave, car je crains fort qu'il y ait un très fort malentendu, non pas vis-à-vis de nos compatriotes qui se sont opposés au projet, mais vis-à-vis de ceux qui disent le soutenir tout en refusant cette adoption. Et je crois pour ma part que ces Français ont raison. Je crois qu'ils ont raison parce que l'adoption, ça consiste quand même à présenter un enfant à égalité de droits et de devoirs avec sa mère ou à égalité de droits et de devoirs avec son père, un adulte de même sexe que le père ou la mère, en considérant que sans être père ni mère, il pourra être parent. C'est une parenté d'intention. Elle repose sur une construction du cœur et de l'esprit qui est respectable, mais c'est essentiellement une fiction. Alors, je suis, pour ma part, inquiet de cette fiction, d'autant plus que, pour rebondir sur ce que disait à l'instant excellemment notre collègue Buffet, quand on parle d'assistance médicale à la procréation, on dit « rassurez-vous, il y a une digue, la loi française l'interdit ». Oui, elle interdit de recourir à l'assistance médicale à la procréation à Caen, à Rennes, à Nantes, mais pas à Barcelone, ni à Londres, ni à Bruxelles. Et une fois que l'enfant aura été ainsi conçu, avec le mariage des personnes de même sexe, il sera adoptable par le conjoint. Donc, tout est fait pour que, sans même bouger la loi française sur l'assistance médicale à la procréation, on crée des enfants sans père. Eh bien, c'est une perspective à laquelle, personnellement, je me refuse. Et je sais que tous les Français qui ont eu le malheur de grandir orphelins de père partagent ce sentiment profond, car Dieu merci, on peut avoir bénéficié des meilleures qualités éducatives de la part de sa mère, du conjoint de sa grand-mère et de toute sa famille, mais rien ne remplace un père qui n'est pas là. Or, c'est bien le chemin que vous prenez en permettant non seulement de créer des enfants sans père, mais de faire en sorte que, par une forme d'imposture, le conjoint de la mère puisse devenir le deuxième parent de l'enfant. C'est un artifice, et c'est un artifice grave. Merci. Monsieur Jean-Marie Bockel. Chers collègues, je voudrais d'abord affirmer qu'il me semble tout à fait normal et légitime qu'un couple homosexuel bénéficie d'un statut renforcé et protecteur de ses droits légitimes. La question des différents cadres juridiques existants, concubinage, le PACS,
que j'avais d'ailleurs voté en son temps, mérite à ce titre d'être posée. Le droit ne doit pas être appréhendé dans notre conception comme un corpus de règles figées, mais plutôt comme un vecteur d'accompagnement des évolutions de notre société, y compris dans le domaine conjugal comme dans d'autres. Et c'est tout le sens d'un certain nombre d'amendements que nous avons déposés avec mes collègues du groupe UDI. Je pense notamment à l'amendement relatif à la création d'une institution distincte du mariage et du Pacs, l'union civile, qui fonctionne d'ailleurs bien dans un certain nombre de pays voisins, j'ai pu me rendre compte, et qui n'a malheureusement pas recueilli l'assentiment de notre Assemblée. L'union civile répondrait pourtant aux attentes de tous, en offrant aux couples un cadre juridique avec l'application d'un statut protecteur patrimonial et le recours au juge en cas de rupture, et serait l'occasion d'une célébration solennelle en mairie, en termes de reconnaissance, de place dans la société, semblable dans la forme au mariage, comme l'a rappelé d'ailleurs notre président de groupe, Françoise Oqueto. La mise en place d'un tel cadre juridique, qui nous semble autant pertinente que nécessaire, serait d'ailleurs aussi une réponse sans ambiguïté face aux questions qui font débat entre nous, de filiation, d'adoption plénière, ainsi que de PMA, de GPA, et qui, elles, suscitent les préoccupations que l'on sait chez nombre de nos concitoyens. Ce n'est pas la problématique de la conjugalité qui ébranle nos convictions, c'est bien celle de la filiation. En effet, alors que le principe d'union homosexuelle rassemble très largement nos concitoyens, pourrait nous rassembler très largement, force est de constater que le principe de l'homoparentalité, tel que formulé dans ce texte, les divise, nous divise. L'ouverture du mariage aux couples homosexuels emporte de fait la possibilité pour ces couples d'adopter un enfant, sans remettre en cause la capacité de quiconque à adopter, éduquer, aimer un enfant. J'émets toutefois des réserves fortes sur ce qui me semble être une transformation profonde de la parentalité et de la filiation. Notre espèce humaine se reproduit, dure et existe par l'union d'un homme et d'une femme. Ainsi, mettre dans le même cadre juridique l'union homosexuelle et l'union hétérosexuelle mettrait en cause la notion d'altérité sexuelle nécessaire à la transmission de la vie. Et là, la théorie du genre, finalement, n'est pas très loin. Et c'est peut-être là le vrai clivage, qu'on se l'avoue ou qu'on ne se l'avoue pas, qu'on l'assume ou qu'on ne l'assume pas. On le voit bien dans les conversations qu'on peut avoir autour de nous. Au fond, on peut défendre la théorie du genre. C'est un débat qu'on peut avoir, mais alors, à ce moment-là, il faut le dire clairement. Et je vous dis ça, je disais tout à l'heure que j'avais voté le Pacs, et je me rappelle, non seulement je l'avais voté, mais je l'avais défendu, je l'avais expliqué. Et je me souviens du débat qu'on avait à l'époque, je ne vais pas reciter à nouveau Madame Guigou, qui s'exprimait certainement, elle, avec une totale sincérité à l'époque, en disant le Pacs, ce n'est pas le mariage. Mais déjà à l'époque, nous avions ce débat entre ceux qui pensaient, comme moi, que, au fond, c'était une solution dans le contexte de l'époque, et ceux qui pensaient que de toute façon, derrière, il y aurait d'autres étapes. Et là, c'est une étape suivante, et on voit bien qu'il y en aura d'autres, et que là, nous arriverons vers des éléments de clivage qui ont été rappelés par l'ensemble des collègues, et au fond, la théorie du genre, elle n'est pas très loin. Ce projet de loi, j'en termine, bouleverse les repères de la filiation, pourtant essentiels à la compréhension par l'enfant de son identité. La différence sexuelle reste fondamentale dans la construction de la filiation, nous l'avons dit, beaucoup d'entre nous, l'adoption elle-même garde d'ailleurs une structure asymétrique, avec deux parents possibles, non identiques, père et mère. En conséquence, adopter, mes chers collègues, cet article 1er en l'état conduirait à modifier pas après pas les fondamentaux de notre société en gommant progressivement, en le disant, sans le dire, la différence biologique entre les sexes, et cela n'est pas anodin. Vous l'avez compris, je voterai contre cet article, tout en souhaitant qu'un prochain texte de loi puisse permettre de donner écho à nos propositions visant à renforcer le cadre actuel d'union des couples de personnes de même sexe. Merci. Monsieur Jean-Claude Lenoir. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les ministres, mes chers collègues. Le mariage doit rester l'union entre un homme et une femme. Je le redis devant Jean-Étienne Marie Portalis, qui se trouve au-dessus de nous et qui entend remis en cause les fondements mêmes du Code civil. Je rappelle ce que disait Portalis. Portalis disait « Le mariage est la société entre l'homme et la femme qui s'unissent pour perpétuer leur espèce, pour s'aider par des secours mutuels, pour partager une commune destinée. » Certes, mon cher Président, il reste de marbre à vous entendre remettre en cause les fondements mêmes de ce qui est notre Code civil. Je suis contre ce texte, comme
la plupart des collègues qui siègent dans mon groupe. Parce que, d'abord, je le redis ici, je respecte évidemment, comme nous tous, les choix de vie de chacun. Et je suis prêt à admettre que certains droits doivent être reconnus, renforcés au profit des personnes homosexuelles qui n'ont pas, par la loi actuelle, un certain nombre de droits qui sont acquis aux personnes hétérosexuelles. En revanche, je suis fondamentalement contre votre projet, qui marque une profonde hypocrisie. Parce que vous n'assumez absolument pas les conséquences entraînées par la remise en cause du Code civil, notamment en ce qui concerne la filiation. Je me rappelle, et je peux partager certains souvenirs avec celui qui s'est exprimé avant moi, je me rappelle les débats sur le PACS à l'Assemblée nationale et le rapporteur était déjà notre collègue Jean-Pierre Michel. Que disait-on à l'époque? Que disait la ministre de la Justice? Le PACS n'est pas le mariage. Le PACS n'ouvre pas droit à l'adoption. Accepter le PACS, c'est le droit qui est revendiqué par les personnes homosexuelles. Nous n'irons pas au-delà. J'ajoute d'ailleurs qu'au terme de la discussion qui avait pris quelques mois, on a entendu un certain nombre de voix s'élever disant « c'est un premier pas, c'est un premier pas, nous en reparlerons ». Alors il a fallu attendre effectivement quelques années, mais on voit aujourd'hui les mêmes personnes revendiquer ce qui était refusé par principe par le représentant du gouvernement à l'époque. Hypocrite d'autre part parce que vous n'assumez pas le fait que derrière ce texte se cache un certain nombre de projets qui sont d'ailleurs d'une façon assez spontanée revendiqués par certains des orateurs. Après qu'on ait reconnu que l'adoption sera difficile pour le plus grand nombre, aujourd'hui on le sait, il y a peu d'enfants adoptés, on nous annonce déjà la PMA et la gestation pour autrui. Sur la gestation pour autrui, redisons-le, cela a été dit par ceux qui m'ont précédé, nous assistons à une marchandisation. Aujourd'hui, elle existe, les voies sont connues, mais elles sont réservées à des personnes qui ont des moyens et qui peuvent traverser l'Atlantique, traverser l'Oural pour obtenir ce que l'on ne peut pas aujourd'hui obtenir, mais vous dites vous-même que demain, nous serons évidemment conduits à accepter dans notre législation le droit à des personnes de faire un enfant par d'autres mères situées loin de chez nous. Enfin, ce texte vient ouvrir des plaies profondes au sein de notre société. Le refus du gouvernement, le refus de la majorité actuelle d'entendre un certain nombre de personnes afficher leurs convictions, le refus d'en discuter, le fait qu'aujourd'hui, vous donnez satisfaction à des minorités influentes dans lesquelles ne se reconnaissent pas forcément les personnes homosexuelles. Nous connaissons tous des personnes homosexuelles dans nos départements qui ne revendiquaient pas ce texte, qui souhaitaient surtout qu'on s'en tienne à la loi qui existe, avec sans doute quelques aménagements, mais pas au-delà. Aujourd'hui, ce que vous voulez, et là où vous voulez avancer presque masqué, en réalité, nous le dénonçons, c'est instituer le droit de l'enfant pour tous. C'est un contresens par rapport à l'idée que nous nous faisons de la famille. Et j'en termine en disant qu'au terme de ce débat, nous aurons l'occasion de fournir à l'opinion le florilège d'un certain nombre de mots qui ont été utilisés. Parmi ceux qui étaient les plus provocants, il y a ces mots qui ont été prononcés par un sénateur de gauche disant « Il y a un fantasme, celui du père, de la mère et de l'enfant ». Non, le père, la mère et l'enfant ne sont pas des fantasmes, ils constituent des piliers de notre société. Merci. Monsieur Bruno Sido.
Voilà, on interrompt quelques instants cette séance qu'on va reprendre en direct dans quelques minutes pour recevoir Fabienne Keller. Fabienne Keller, merci d'être avec nous. On vient d'entendre Jean-Claude Lenoir qui répète encore, comme beaucoup de parlementaires de droite, qu'il n'y a pas eu assez de débats. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Alors, il y a eu beaucoup de débats depuis l'été dernier, mais c'est vrai que sur un sujet aussi important, chaque citoyen aurait envie de pouvoir participer parce que chacun a son avis en fonction de son parcours personnel, des rencontres, de ses lectures, des débats qu'il a suivis. Donc c'est vrai que pour que toute la France puisse participer au débat, il faut du temps et c'eût été bien plus apaisé dans le cadre d'un débat plus prolongé, peut-être d'un an ou deux, permettant à chaque citoyen vraiment de donner son avis et d'avoir le sentiment de peser. Ça fait quand même plusieurs mois, plusieurs semaines ici au Sénat et puis avant à l'Assemblée nationale qu'il y a des dizaines d'heures d'auditions qu'on a diffusées sur notre antenne. Donc le débat a quand même vécu, non ? C'est vrai que le débat a eu lieu, mais il s'est organisé autour d'un texte posé, figé. C'est probablement ce reproche-là qui est fait par de nombreux opposants au mariage pour tous, à la démarche poursuivie par le gouvernement. Un débat éthique, autour de la famille, plus large, précédant la proposition de loi, aurait permis une sorte de maturation en fait de la question dans la société française qui a beaucoup changé. Vous êtes une des rares parlementaires UMP à voter pour ce projet de loi. Est-ce que vous regrettez d'être si isolée dans votre famille politique ? Écoutez, le groupe politique auquel j'appartiens, présidé par Jean-Claude Gaudin, permet à chacun de s'exprimer en fonction de ses convictions et je me félicite que ce soit la règle générale. Est-ce que vous regrettez d'être si isolé ? Écoutez, nous en avons discuté avec un certain nombre de mes collègues. Plusieurs ont hésité à s'abstenir ou voire même à voter pour. Il y a la question de la majorité à laquelle on appartient aussi, dans un débat malheureusement clivé par le gouvernement, un débat trop marqué, alors que souvent les positions, quand on discute avec les personnes, même qui refusent de voter ce texte, voilà, sont plus équilibrées, chacun aimerait pouvoir en débattre plus finement. Donc non, je ne me sens pas isolée, mais nous ne sommes pas nombreux, c'est vrai. Est-ce que, comme certains de vos collègues qui vont voter pour ce texte, vous avez reçu des menaces, des lettres faisant un peu état de pression ? Beaucoup de sénateurs se sont plaints, notamment ceux de droite, qui vont voter pour le texte de ce genre de menaces. Alors, il y a beaucoup de courriels. Les systèmes de mail sont redoutables pour cela. Un certain nombre sont excessifs, mais je dois dire, voilà, ceux-là, ils ne me touchent pas vraiment. Par contre, j'ai reçu aussi des lettres plus personnelles de personnes que je connais ou qui vraiment, partagent une conviction. Et je respecte profondément des avis différents et je lis ces courriers, j'essaye d'y répondre comme je peux et de partager mes convictions. Je crois que chacun vraiment sait en son âme et conscience qu'il prend position dans ce qui est vraiment un choix de société. On parle beaucoup d'une radicalisation des opposants au texte. Est-ce que vous la sentez, vous, cette radicalisation ? Cette radicalisation est vécue dans la rue. A été très mal vécu par des personnes qui ont manifesté à la fin mars à Paris, oui. À Paris. Mais à titre personnel, je dois dire que j'accepte ces pressions. Elles font partie de ma mission de parlementaire. Je pense que quand cette pression s'exerce, comme pour Chantal Joanneau, sur les enfants ou sur son domicile personnel, ce n'est pas acceptable. Oui, on peut rappeler qu'effectivement, la semaine dernière, jeudi dernier, Chantal Joanneau a été réveillée aux aurores par des manifestants juste en bas de chez elle à Paris. Il y a aussi, le débat est assez apaisé, assez serein ici au Sénat. Puis il y a une intervention remarquée, c'est celle de Pierre Laurent, le secrétaire national du Parti communiste, qui était absent des débats la semaine dernière, qui est arrivé dans l'hémicycle cet après-midi et qui finalement a assimilé les opposants au texte à des homophobes. Quelle est votre réaction ? Alors c'était un propos très excessif. D'ailleurs, pour tout vous dire, on a tous été surpris de voir Pierre Laurent là. Parce qu'en fait, on ne le voit presque pas dans l'hémicycle. Donc voilà, il est venu, il est d'ailleurs déjà reparti dans un débat très radical, enfin qu'il a pensé très radical, pas du tout dans l'ambiance apaisée. Je pense qu'il s'y est mieux à un débat en profondeur. Jean-Pierre Raffarin lui a répondu très fermement. Je crois que ce n'est pas acceptable de s'injurier de cette manière et je crois que vraiment l'acceptation de l'homosexualité progresse dans notre société. Ce n'est pas en s'adressant des injures qu'on fait progresser le respect de chacun. Merci beaucoup Fabienne Keller d'avoir été en direct sur notre antenne. On va rejoindre maintenant Delphine Girard qui se trouve dans la tribune de presse au-dessus de l'hémicycle du Sénat. Delphine, pour faire un peu un point, on en est où dans les discussions autour de l'article 1er du projet de loi ?
Eh bien, Perrine, les prises de parole des sénateurs UMP se multiplient sur cet article 1. Ils jettent toute leur force dans la bataille pour empêcher l'article clé de ce projet de loi qui ouvre le mariage, mais aussi l'adoption aux couples de même sexe. Il faut dire que cet après-midi, les sénateurs UMP ont essuyé un revers avec le rejet de leur principale contre-proposition. Les sénateurs UMP souhaitaient en effet mettre en place une union civile. L'amendement de Patrice Gélard a été rejeté. Ils multiplient donc les prises de parole sur certains articles premiers. Et puis, vous en avez parlé avec votre invité Perrine. Ce soir, les débats se sont tendus après les déclarations de Pierre Laurent. Jean-Pierre Raffarin lui a donc répondu. Il lui a expliqué bien que c'est lorsqu'il était Premier ministre en 2004 que la HALD avait été créée, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations. Jean-Pierre Raffarin s'est donc insurgé contre les propos de Pierre Laurent, le sénateur communiste de Paris, qui aurait laissé entendre bien que les sénateurs UMP étaient homophobes. Donc tous les arguments qui sont développés ce soir par les sénateurs UMP, car aucun sénateur de la majorité ne s'exprime pour l'instant, eh bien c'est que le mariage égale adoption et que par la suite, eh bien cette possibilité sera ouverte aux couples homosexuels d'avoir recours à la PMA et à la GPA, même si le gouvernement dément que c'est le cas. Eh bien les sénateurs UMP ne veulent pas entendre parler de procréation médicalement assistée ou encore de gestation pour autrui. Le recours à une mère porteuse. Enfin, sachez, Perrine, que plusieurs allusions ont été faites à Portalis. Portalis, un des rédacteurs du Code civil, c'est lui qui a rédigé pour le Code civil napoléonien la définition du mariage tel qu'on le connaît aujourd'hui, un contrat de droit naturel entre un homme et une femme. Sa statue trône dans l'hémicycle du Sénat. C'est pour cela que de nombreux sénateurs y font référence. Alors actuellement, c'est Gérard Larcher qui a pris la parole, car chaque orateur s'inscrit au fur et à mesure de la discussion et on ne sait pas si on va avoir le vote de l'article 1er ce soir, car les débats se prolongent. Voilà, Perrine, ce qu'on pouvait dire pour l'instant. Merci Delphine. Effectivement, le vote sur l'article 1er, je vous le rappelle, l'article 1er symbolique, important, puisque c'est lui qui institue le mariage pour tous dans le cadre de ce projet de loi. Ce vote sur l'article 1er interviendra sûrement plutôt demain en début d'après-midi, mais on rejoint l'hémicycle pour suivre la suite de ces débats avec donc l'ancien président du Sénat, Gérard Larcher, qui s'exprime en ce moment dans l'hémicycle. À tout à l'heure. Sociétaux, s'il est adopté, parce qu'il va révolutionner la famille et la filiation. Et le terme révolution, c'est celui qui convient. Au fond, ce sont nos références les plus essentielles qui sont bouleversées. Et c'est pourquoi, avec Bruno Retailleau, nous avons souhaité que ce soit l'ensemble des Français qui soient consultés devant un tel bouleversement. Approuver tel quel ce texte ne revient pas simplement à accorder, au nom de l'égalité des droits devant la République, aux couples de personnes du même sexe un droit au mariage. Il aboutit nécessairement, logiquement, juridiquement, au nom même de cette égalité, à accorder un droit à tous les attributs de la parentalité, notamment un droit à la transmission du nom, à la transmission du patrimoine et surtout, à la reconnaissance du lien de filiation et l'exercice de l'autorité parentale. Cette tendance simplificatrice revient ni plus ni moins à renier le Code civil sur lequel repose l'organisation de notre société tout entière. Et peu importe ce que nous pouvons penser du Code civil et du Code de la famille en leur état actuel, ceux-ci devront être profondément modifiés si ce texte était adopté. La question du mariage est intrinsèquement et originellement liée à la question de la filiation. Sur les bancs des ministres, ici ou à l'Assemblée, lors des questions d'actualité ou en commission, beaucoup ont appelé à la fin des postures hypocrites. Très bien. Alors reconnaissons d'abord que de l'institution du mariage résulte l'établissement de la présomption de paternité. Reconnaissons qu'avec ce projet, nous aboutirons à l'ouverture à l'adoption plénière, qu'on le veuille ou non, pour les couples mariés de même sexe. Soyons logiques et allons jusqu'au bout de cet égalitarisme à tout crin. Ouvrir le mariage aux personnes de même sexe ouvre le droit de filiation. Cette filiation, entre guillemets artificielle, sera indispensable puisque ni un couple d'hommes, ni un couple de femmes ne peuvent procéder par eux-mêmes. Ces personnes, une fois mariées, n'auront pas les mêmes droits que les hétérosexuels mariés puisqu'ils seront privés d'enfants. Et la réalité fera que l'adoption ne pourra pas, à elle seule, répondre à l'ensemble des demandes. Et à l'esprit du don, et je voudrais insister sur ce point, l'esprit du don qui sied à notre éthique, don d'organes gratuit, don du sang gratuit, succédera un marché
un marché de la procréation. Et ce marché de la procréation bouleversera profondément notre éthique. Et ceci, nous ne pouvons pas le faire par petites étapes successives de non-dits additionnés. Ceci me semble essentiel. Alors, vous savez, samedi, et si vous en doutez, vous le vérifierez, j'ai marié un jeune couple et naturellement, en relisant les articles 212, 213 et suivants, eh bien, je me suis dit, au fond, quel sens a cet engagement? Et la particularité de ce couple, c'était un jeune garçon d'origine cambodgienne, dont la famille était rescapée des drames du Cambodge, et une jeune fille, j'allais dire, d'origine bien bretonne, puisqu'elle le revendiquait, de Bénodet. Et ils avaient écrit ce proverbe cambodgien en exergue de leur mariage. Et je demande qu'on y réfléchisse. Un enfant sans père, c'est comme une maison sans toit. Un enfant sans mère, c'est comme une maison sans âtre. Eh bien, c'est bien ce à quoi nous devons réfléchir avant de voter cet article 1er, que pour ma part, je rejetterai avec conviction. Merci. Monsieur le Président Sueur. Mes chers collègues, Madame la Ministre, Monsieur le Président, il y a certains propos qui ne peuvent rester sans réponse. Madame Françoise Héritier a déclaré devant la Commission des lois lors des auditions « Rien de ce qui nous paraît marqué du sceau de l'évidence n'est naturel, tout procède de création de l'esprit ». Tout à l'heure, Monsieur Dominique de Legge a répondu, et je cite ses propos, je ne pense pas les déformer, ils sont dans le compte-rendu. Quand on nie le naturel pour privilégier les constructions de l'esprit, on ouvre la porte à toutes les dictatures. Cette phrase, elle est terrible, parce qu'elle est, mes chers collègues, la négation de nos traditions humanistes et même spiritualistes. Quand on nie le naturel pour privilégier les constructions de l'esprit, il faut tenir compte de la nature. Elle est parfois difficile contre les œuvres de l'esprit. Elle se venge. Il faut chercher l'harmonie avec la nature. Mais quand l'esprit abdique, on ouvre la porte à toutes les dictatures. Moi, je veux relever cela. Quand Madame Cayeux, parlant de ce texte, nous dit, je cite, « Quand on n'arrête plus le désir, les dégâts commencent. La loi du désir tout-puissant conduit à insulter la nature. » Voyez-vous, Madame Cayeux, vous avez dit cela. Vous avez tout à fait le droit d'avoir une conception du désir. Mais si vous dites ces propos par rapport à ce texte, pour moi, cela n'est pas anodin. Ça veut dire qu'il y a des formes de plaisir qui sont un bienfait et que dès lors que l'on parle des homosexuels, il y a des formes de désir qui sont des malédictions. Madame Cayeux, c'est ce que vous avez dit. Eh bien, c'est exactement ce qui est dit et faisons très attention, Monsieur Revet, aux présupposés de ce que l'on dit. Lorsque l'on nous parle de polygamie, tout le monde voit bien que cela n'a pas d'objet. Lorsque l'on nous redit pour la 150e fois au moins que nous avançons masqués et que ce qu'il y a dans ce texte, c'est la PMA et la GPA. Mais, mes chers collègues, nous sommes nombreux ici, un certain nombre, en tout cas j'en suis, je ne sais absolument pas, lorsque se présenterait un texte sur la PMA et la GPA, ce que nous voterons, ce que je voterai. Aujourd'hui, nous votons sur un texte qui a un objet
Et ce n'est pas correct intellectuellement que de nous dire perpétuellement que ce texte serait invalidé en raison d'un objet qui n'est pas le sien et par rapport auquel on fait constamment des procès d'intention à ceux qui voteraient ce texte. On a le droit d'être pour ce texte et de ne pas être favorable ni à la PMA ni à la GPA. On en parlera. Le cas échéant, on en parlera. Ensuite, Monsieur Jean-Pierre Raffarin, je tiens à revenir sur cette question du langage. Vous nous dites finalement la langue française est la langue de la République en vertu de la Constitution. Nous sommes bien d'accord. Et il existe une académie française qui dit que tel mot, par exemple le mot mariage, a un sens et n'en changera pas. Mais je veux redire que toutes les sciences humaines et sociales montrent bien entendu le contraire, et y compris l'Académie française elle-même. Parce que si les mots n'avaient qu'un sens et que ce sens était immuable, ce serait contraire à l'histoire des langues, à l'histoire tout court. Vous savez que le dictionnaire de l'Académie française le plus récent, Monsieur le Premier ministre, c'est le 9e. Le premier date de 1694. Si on a fait 9 dictionnaires de l'Académie française, c'est que le sens de beaucoup de mots a changé. Les mots sont des êtres vivants. Et ce n'est pas la peine de faire semblant que tous les mots gardent toujours le même sens, puisque c'est rigoureusement faux. Rigoureusement. Tout le monde le sait d'ailleurs. Enfin, je termine en disant que s'il y est un mot auquel nous sommes attachés, nous sommes très attachés à l'esprit du don, Monsieur Larcher. C'est quelque chose qui est beau, qui est fort. Nous y tenons. Ce sont les mots reconnaissance et le mot respect. Nous voterons cet article 1 avec respect, notamment pour toutes les personnes qui, si longtemps, ont été vilipendées, ont vécu dans la honte et qui veulent être reconnues et qui ainsi le seront. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Moi, j'entends bien et je respecte tout à fait et je me félicite quand j'entends sur tous ces bancs que personne n'est homophobe. Et je m'en félicite, c'est très bien. Mais alors, je voudrais poser un certain nombre d'interrogations parce que je vous ai écouté avec beaucoup d'attention, les uns et les autres, et je voudrais savoir quel est le lien que vous faites entre homosexuels et, par exemple, le droit à l'enfant. Le droit à l'enfant, c'est, si cela existe, le droit à l'enfant, il s'adresse indifféremment aux hétérosexuels comme aux homosexuels. Mais le droit à l'enfant, je vous ai écouté avec beaucoup d'attention, donc je demande à ce que vous m'écoutiez avec attention. Mais, monsieur, l'adoption par les couples hétérosexuels, c'est très beau la définition que vous en donnez en disant « c'est donner une famille à un enfant ». Mais pensez-vous véritablement que l'ensemble des couples hétérosexuels qui sont dans des démarches d'adoption ne le fassent uniquement que pour donner une famille à un enfant? Eh bien, je vous réponds non. Parce qu'il y a, et il ne s'agit pas de porter un jugement dessus, il y a un désir d'enfant qui peut se satisfaire de façon naturelle, comme vous dites si bien, mais qui, lorsqu'il ne peut pas être satisfait de façon naturelle, cherche à s'exprimer dans l'adoption. Et donc, ça n'a rien à voir, je le dirais de la même façon, pour les couples hétérosexuels qui ont recours à l'assistance médicale à la procréation. N'est-ce pas, là aussi, une forme du droit à l'enfant ou du désir à l'enfant et qui n'a rien à voir avec l'homosexualité, qui peut s'appliquer indifféremment aux homosexuels comme aux hétérosexuels? J'ai entendu aussi appliquer aux homosexuels que pour les enfants, il y aurait perte des origines. Je tiens à dire
que là aussi, si on reprend, et nous l'avons déjà évoqué, si l'on reprend le cas des enfants adoptés, pendant combien de décennies et de décennies a-t-on nié, et cela venait de la part de couples hétérosexuels, a-t-on nié à l'enfant adopté qu'il était un enfant adopté? Je n'ai pas entendu, ou on a entendu trop peu, s'élever des voix pour dire qu'il y avait perte des origines. Enfin, pensez-vous que les homosexuels seraient frappés de sottises pour laisser croire aux enfants qu'ils élèvent et qu'ils éduquent qu'ils sont nés de 2 pères ou qu'ils sont nés de 2 mères? Moi, je ne leur ferai pas cette insulte. Ensuite, vous avez aussi appliqué des termes, produire des enfants adoptables. C'est ce que je veux tout de suite. Je vous cite, c'est la fiction d'une filiation. C'est on peut s'offrir un enfant. C'est le marché de la procréation. Mais pensez-vous que l'adoption, telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui au niveau international, ne soit pas aussi sous une forme, un marché qui s'opère? Croyez-vous que l'adoption aujourd'hui soit un processus gratuit? Alors, on peut très bien combattre tout le processus, effectivement, qui implique de l'argent dans le processus d'adoption. Mais pourquoi aller stigmatiser sur les homosexuels le fait qu'il y aurait brusquement marchandisation, marché, ou cette expression si affreuse qui est « on peut s'offrir un enfant ». Donc, je tiens à dire que je suis assez étonnée que ce soit appliqué uniquement aux homosexuels et que la réflexion n'aille pas jusqu'au bout et concerne aussi les couples hétérosexuels. Il y a un deuxième point sur lequel je voudrais aussi intervenir au regard de vos propos. Vous dites il y aurait les rétrogrades d'un côté, les progressistes de l'autre. Ce n'est pas le vocabulaire que vous avez pu entendre ni dans la bouche de Christiane Taubira, ni dans ma bouche. Mais il est quand même, je dirais, indispensable de reconnaître une chose, c'est que c'est bien 2 visions de la famille qui s'opposent. Bien. Donc, vous avez d'un côté l'idée d'une famille idéale, un papa, une maman, 2 enfants, d'une famille, que cette famille idéale est éternelle et doit constituer le seul modèle. J'ai envie de vous dire, si vous me laissiez parler, je pourrais le dire. On écoute Madame la Ministre, mes chers collègues. J'ai envie de vous dire d'abord, est-ce que cette famille idéale a existé une seule fois dans l'histoire? Et ensuite, même si cette famille idéale existe, aujourd'hui, la société est faite, que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas, et que ça me plaise ou que ça ne me plaise pas, est faite d'une diversité des formes de famille. Et que, de toute façon, il ne s'agit pas de porter un jugement sur il y aurait tel type de famille qui serait bien et tel autre qui ne serait pas défendable. Ce n'est pas ce qui est demandé par nos concitoyens. C'est là où vous faites erreur. Ce qui est demandé par l'ensemble de nos concitoyens, c'est de reconnaître à droit et à devoir égaux la diversité de ces modèles familiaux et que vous pouvez opposer effectivement une famille idéale et que moi j'ai envie de vous opposer la diversité des familles réelles existantes aujourd'hui. Alors il ne s'agit pas ni de destruction de la famille, au contraire, et c'est une façon de répondre à Monsieur Raffarin. Vous avez dit à un moment donné, vous allez autoriser toutes les libertés et moi, grand libéral, je vous dis, ça va être la loi du marché.
libéral tempéré. Voilà. Bon. Eh bien, contrairement à ce que vous pensez, c'est que la demande de mariage est une demande très normative. Très normative. C'est la volonté de rentrer dans un cadre qui est un cadre, effectivement, vous avez raison et on vous rejoint, un cadre très traditionnel. C'est une volonté de protection juridique, de sécurisation juridique. C'est pas la liberté débridée qui est réclamée, c'est le contraire. Mais non, ça ne nous embête pas. Mais non, ça ne nous embête pas. C'est la prise en considération de la réalité de la demande de nos concitoyens qui souhaitent bénéficier de la même protection juridique, de la même sécurisation juridique que n'importe quelle famille. Ensuite, j'ai entendu « Oh, finalement, c'est une grande loi famille, c'est tout ou rien ». Mais pour faire une loi famille, pour reconnaître justement la diversité des modèles familiaux, vous avez évoqué des questions très justes, le statut du beau-parent, une réforme de l'adoption, la connaissance, la question de la levée de l'anonymat, des questions qui sont des questions de fond. Mais pour pouvoir faire une loi famille, encore faudrait-il que toutes ces familles soient mises sur un pied d'égalité. Or, aujourd'hui, s'il est bien des familles qui ne sont pas mises sur le même pied d'égalité avec les mêmes droits et les mêmes devoirs, c'est les familles homoparentales. Et ces familles homoparentales, elles existent déjà. Il y a déjà des enfants nombreux qui vivent dans ces familles homoparentales. Et donc, effectivement, la loi famille viendra dans un second temps, une fois que l'égalité sera réalisée. Sur la gestation pour autrui. Sur la gestation pour autrui, je ne sais pas comment il faut le dire. Le président n'a cessé de répéter sa ferme détermination et son hostilité à la réalisation de la gestation pour autrui et même à l'ouverture d'un débat. Et je vous renvoie à l'article 16.1 de la Constitution qui, justement, est une protection contre toute forme de marchandisation du corps. Du Code civil, pardon, du Code civil. Enfin, non. Madame la ministre. Enfin, je voudrais remercier vraiment Madame Keller pour un propos, qui a dit avec peut-être beaucoup, je dirais, d'humanité, que comme parents, elle ne se verrait pas expliquer à un enfant ou un adolescent homosexuel ou un futur adulte homosexuel le fait qu'il ne puisse pas bénéficier des mêmes droits, des mêmes devoirs, des mêmes aspirations à la fois à pouvoir vivre en couple, bénéficier des mêmes droits que n'importe quel autre couple, devoir renoncer au fait de la parentalité. On peut comprendre, au fond, qu'est-ce que réclament les homosexuels aujourd'hui? C'est je dirais, une forme profonde de banalisation. Ils ne demandent pas autre chose. Et vous, en leur proposant une autre forme de mariage, un refus de l'adoption plénière, c'est une façon de leur dire on vous tolère, on ne vous accepte pas, on veut bien que vous viviez à côté de nous, mais pas avec nous. Mais si, c'est ça. Ils ne font que réclamer d'être des citoyens à part entière. Merci, Madame la ministre. Nous en arrivons à l'article 1er, où je suis saisi de 2 amendements identiques de suppression. D'abord l'amendement numéro 5 rectifié bis. C'est M. Gélard qui le défend. Vous avez la parole, M. Gélard. Monsieur le Président, Madame le garde des Sceaux, Madame la ministre, mes chers collègues, il est difficile d'intervenir après tous les arguments qui ont été développés à propos de cet article 1er. Mais je vais tenter tout de même d'intervenir à nouveau
en contredisant d'ailleurs certaines des affirmations que je viens d'entendre. Oui, Monsieur le Président Sueur, ce texte est masqué. Oui, Monsieur le Président Sueur, ce texte est un camouflage. On ne peut pas le nier. Derrière ce texte, il y a toute une série de projections à venir que nous ne pouvons pas examiner, et vous avez raison là-dessus aujourd'hui, mais il est vrai qu'en réalité, on est dans un théâtre d'ombre ou dans un univers à la Potemkin où on voit des choses qui sont tout à fait supportables, mais on ne voit pas le décor qui est derrière. Et le décor qui est derrière, on ne peut pas le voir parce que l'étude d'impact a été insuffisante, parce que l'étude d'impact est simplement superficielle et parce que toute une série de questions qui auraient dû être posées ne l'ont pas été. Alors, je voudrais revenir simplement sur quelques éléments du texte. Je voudrais me tourner vers mon collègue Gaillard pour lui dire il n'a pas très bien compris le texte qu'il nous a lu tout à l'heure. Mais cela nous pose problème néanmoins, parce que dorénavant, la tante et la nièce pourront vivre ensemble, et l'oncle et le neveu aussi. Mais ce qui est plus grave, c'est que l'on a prévu dans ce texte que dorénavant le président de la République pourra autoriser le mariage entre la tante et la nièce et entre l'oncle et le neveu, s'il y a des motifs graves. Mais ces motifs graves, qu'est-ce que c'est? C'est avoir un enfant. C'est-à-dire, en d'autres termes, on est en plein délire avec cette disposition. Il y a une autre disposition qui est beaucoup plus grave. C'est celle qui figure dans le chapitre 4 bis, qui concerne les règles des conflits de loi. Où dans ces règles de conflits de loi, on affirme purement et simplement qu'il faut violer les règles du droit international privé qui nous régissent, d'aller à l'encontre de tout ce que l'on a fait jusqu'à maintenant en autorisant des choses que les conventions que nous avons signées avec les États étrangers nous interdisent. Simplement pour ces raisons, on ne peut pas aller dans le sens que nous indique cet article 1er et c'est la raison pour laquelle, naturellement, je demanderai qu'on vote l'amendement que j'ai déposé. Merci, Monsieur Génard. Amendement 170, c'est Madame Ferrat qui le défend? Oui, merci, Monsieur le Président. Vous avez la parole. Mesdames les ministres, mes chers collègues, nous présentons cet amendement visant à supprimer l'article 1er à plusieurs titres, notamment à celui du principe d'égalité qui a été si souvent invoqué depuis le début de cette discussion. Dans ce texte, l'égalité présente deux dimensions. Une dimension absolue, systématique, pour ce qui concerne l'égalité entre les couples de sexes différents et les couples de même sexe. Une acception relative lorsqu'il s'agit de donner à des enfants une parenté fondée sur l'altérité sexuelle et une parenté avec des couples de même sexe. On ne peut pas, en permanence, invoquer la notion d'égalité lorsqu'on donne à la dimension d'égalité une acception absolue et systématique dans certains cas et une acception relative dans d'autres cas. Nous avons également déposé cet amendement en raison du flou volontairement entretenu sur la portée réelle de la réforme que vous envisagez. Cette réforme du mariage est en fait la porte d'entrée d'une réforme qui ne dit pas son nom, celle de la parenté. C'est le point central, mes chers collègues, et nous ne pouvons pas rester dans le flou sur ces questions. Avec votre conception d'égalité, où s'arrête-t-on? Égalité entre couples hétérosexuels et couples homosexuels, et demain, entre couples homosexuels, bien sûr. Comment? Avec, pour les couples de femmes, la PMA et pour les couples d'hommes, la GPA. La vérité, c'est qu'au fond, ces changements sont inévitables puisqu'ils reposeront sur cette notion de soi-disant égalité qui irrigue ce projet de loi et en particulier cet article 1er. L'ouverture du mariage et de l'adoption aux couples de personnes de même sexe ne peut être fondée sur un principe d'égalité de droit entre les couples homosexuels et les couples hétérosexuels, alors même que leur situation est différente au regard de la transmission de la vie. L'ouverture du mariage et de l'adoption aux couples de personnes de même sexe constituerait une remise en cause profonde des fondements mêmes de notre société et de notre politique familiale. Nous vous avons proposé précédemment de créer, en lieu et place de l'ouverture du mariage aux couples des personnes de même sexe, une union civile, mais vous avez balayé notre proposition.
Vous avez rejeté notre proposition. Il ne nous reste qu'une possibilité, nous opposer fermement, avec conviction, à votre texte. Merci, Madame Ferrat. Avis de la Commission sur ces deux amendements, Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers collègues. La Commission des lois, bien entendu, vous demande de repousser ces deux amendements. Nous avons repoussé précédemment les deux amendements qui proposaient un nouveau système qui était l'union civile. Ils ont été rejetés et maintenant on nous propose de supprimer l'article 1er qui est le nœud de ce texte. Donc, proposons bien sûr de voter contre ces deux amendements. Il faudrait dire 3 mots de plus. Mes chers collègues, pourquoi passionner autant ce débat? Vraiment, y a-t-il lieu de passionner autant ce débat? En fait, certains d'entre vous ont parlé calmement, soit qu'ils soient pour, soit qu'ils soient contre. D'autres se sont livrés à des envolées lyriques qui ne changent rien à la réalité des choses. La réalité des choses, c'est quoi? C'est d'abord qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où, de mon point de vue, les familles offrent plutôt une bonne image de la société. Contrairement à ce qui était le cas au XIXe siècle et au début du XXe, où la famille a été abîmée, salie, par des mariages forcés, par les adultères à répétition, par les bâtards, par les enfants naturels. C'était quand même ça, la famille. Mais si, c'était ça. Tout au moins dans les milieux aisés et bourgeois. Aujourd'hui, oui, parce que on sait très bien que dans les milieux ruraux, ça peut être différent. Aujourd'hui, c'est quoi la famille? C'est une famille qui vit à son aise, à son rythme, qui peut se former et se déformer et divorcer. Malheureusement, pour l'intérêt des enfants d'ailleurs. C'est une famille où personne n'est contraint de se marier, où finalement les enfants qu'on a, c'est qu'on les a désirés, y compris au sein de notre famille hétérosexuelle, et que dans cette famille, on peut même faire introduire des enfants qu'on n'a pas eus au sein du mariage, et que donc ce mariage, Monsieur le Président Larcher, n'est plus seulement la présomption de paternité. La présomption de paternité est totalement réduite à sa plus simple expression, nous le savons très bien aujourd'hui. Et il y a cette famille. Et puis à côté, il y a des familles recomposées, décomposées par les hasards de la vie. Nous en connaissons tous, et ici, un certain nombre d'entre nous sont dans cette situation. Et puis il y a des familles monoparentales, parce que des femmes seules se retrouvent à élever des enfants, soit parce qu'elles l'ont voulu d'ailleurs, soit parce que le hasard de la vie le fait. Et puis il y a des familles homosexuelles qui existent, qu'on le veuille ou non, et qui élèvent des enfants, nés souvent d'une union postérieure de l'un d'entre eux, qui ensuite... antérieure, pardon, de l'un d'entre eux, excusez-moi. C'est Larcher, je vois que votre humour décapant, même là, bon, voilà. Et ces familles-là existent, ces enfants sont là, et ces familles, aujourd'hui, n'ont pas les mêmes droits que les autres, et ces enfants n'ont pas la même sécurité que les autres. Donc voilà une réalité. Cette réalité, elle est simple. Et le fait qu'on ouvre le mariage à ces couples du même sexe avec la possibilité d'adopter n'enlève rien, ne change rien. Monsieur Hyest, le président Hyest, ne change rien à la nature du mariage. Même si, je suis d'accord avec vous, le mariage dans d'autres pays n'a pas les mêmes modalités juridiques, mais il a la même signification que chez nous. Et dans ces pays-là, et c'est la deuxième réalité qui s'impose à nous, dans ces pays-là très différents, la Belgique, les pays nordiques, on connaît. L'Espagne, le Portugal, on connaît. L'Angleterre, et puis d'autres. Dans ces pays-là, l'adoption par les couples homosexuels a quelquefois été légalisée avant même le mariage. Maintenant, le mariage est légalisé et il n'y a pas eu de tsunami familial. Il n'y a pas eu de tsunami familial. Voilà. Et les choses se passent normalement. Alors, que le législateur mette des barrages, qu'il mette des bornes et qu'il en mette pour la suite. Parce que la suite arrivera, bien sûr. Mais enfin, faut-il ici être dans un bal d'hypocrite? Je n'en suis pas, et je n'en serai jamais. Mais le législateur est là pour dire la vérité, pour voir la réalité, pour mettre des bornes, des règles, des empêchements. Et demain, vous parlez des enfants qui viendront je ne sais comment. Mais mes chers collègues, lorsque, il y a encore quelques dizaines d'années, l'adultère était un délit, condamné par les tribunaux. J'ai moi-même, au tribunal correctionnel, dans les années 78, condamné des hommes pour adultère. Enfin, au pénal. Les enfants, en 72, on a dit, ben, les enfants, ils peuvent être légitimés. Voilà.
Voilà. Parce que c'est l'histoire des sociétés, parce que c'est la réalité qui s'impose. C'est ça la réalité. Et lorsque Madame Veil, sous le septennat de M. Giscard d'Estaing, a légalisé l'avortement, qui était un crime, ça a provoqué des débats, peut-être encore plus importants que ceux d'aujourd'hui. Et je les comprenais mieux d'ailleurs. Et voilà. Et aujourd'hui, tout le monde n'accepte pas, mais on dit voilà, ben oui, on a donné des bornes, on a dit ce qui était permis, ce qui ne l'était pas. On évite des situations absolument terribles de femmes qui mouraient, qui se faisaient avorter. Enfin, je passe ces détails. Ça serait presque du Zola, parce que c'était du Zola. Voilà les réalités. Donc, c'est pas la peine de passionner les débats, c'est pas la peine de dire et de dire à un certain nombre de gens mal informés, de les désinformer. Il faut les informer sur ce qu'est la société, sur ce qu'est la réalité, sur ce qu'ils ne veulent pas voir, et ce sur que ce projet de loi, très modestement, tâche de régler. Voilà, donc je dis, pourquoi autant de passion lorsque on se trouve en face d'un texte qui finalement ne révolutionne rien, ne révolutionnera rien, et simplement offre un cadre à des choses qui existent déjà. Merci, monsieur le rapporteur. Avis du gouvernement, madame la ministre. Voilà, on interrompt quelques instants ces débats pour faire un point sur la discussion autour de ce projet de loi avec Éliane Assassi, la présidente du groupe communiste républicain et citoyen. Bonsoir, merci d'être avec nous. Comment vous jugez depuis 3 jours la tonalité de ce débat autour du texte? Écoutez, je trouve que le débat commence à être redondant puisque depuis le début de nos travaux, la droite, l'opposition s'évertue à répéter en boucle, plutôt énonce des arguments pour nous donner les raisons pour lesquelles elle est opposée à ce texte. Donc je trouve que c'est pas... Bon, nous sommes attentifs au débat, mais il n'est pas très passionnant au sens où il ne donne pas des arguments très forts pour dire les raisons pour lesquelles l'opposition est fondamentalement opposée à ce texte. Et je crois qu'il y a des non-dits et peut-être il aurait été intéressant que ces non-dits soient dits. Quand vous parlez de non-dit, vous pensez à quoi, par exemple? Je pense que fondamentalement, la droite use de ce texte pour faire passer d'autres messages que le message relatif au mariage pour tous. On le voit avec les manifestations qui ont plutôt une autre utilité que celle de dire simplement une opposition, ce qui est tout à fait un droit d'ailleurs, hein, de dire son opposition à un texte, mais pour faire valoir d'autres arguments sur la politique qui est menée aujourd'hui dans le pays. Alors forcément, ici, après, dans l'hémicycle, les choses sont dites un petit peu en boucle. Ouais, vous regrettez que le clivage soit avant tout politique? Oui, je crois que c'est ça, c'est un débat idéologique. Certains veulent s'enfermer dans des dogmes, bon, ils le font, et je veux dire, à la limite, c'est leur droit le plus strict, mais on n'arrive pas bien à comprendre les raisons, en fait, qui motivent une opposition si forte à ce projet de loi, puisqu'il y a peu d'arguments qui sont, en fait... c'est peut-être juste 2 visions de la société différentes, de conception de la famille différente. Je pense que ça, pour le coup, vous avez tout à fait raison, c'est 2 projets de société qui s'affrontent complètement, et là, je dirais que le texte sur le mariage est un peu le paravent. Voilà, et les choses ne sont pas vraiment dites. Et je pense que l'opposition, la droite, a besoin, excusez-moi de l'expression, de se refaire une petite santé politique et qu'elle utilise ce texte en fait pour exprimer des choses sur un terrain qu'elle a abandonné depuis quelque temps vis-à-vis du gouvernement. Est-ce qu'il faut malgré tout traiter les opposants au texte d'homophobes? C'est un peu la déclaration tonitruante de Pierre Laurent, le secrétaire national du PC, qui l'a fait dans l'hémicycle cet après-midi, qui a été très mal perçu, à la fois, je dirais, sur les bancs de la droite, évidemment, ceux qui sont opposés au texte, mais aussi chez certains sénateurs socialistes. Pour vous dire la vérité, parce que je pense que sur les bancs de l'opposition, il y a une majorité d'élus qui ne sont pas homophobes. J'ai pris le temps de demander l'intervention de Pierre Laurent pour la relire.
relire. Et c'est vrai que son propos, ses propos ont été un peu traduits par M. Raffarin comme étant voilà, des propos homophobes à l'égard de l'opposition. Non, ce que Pierre a voulu dire, et ce que je comprends moi tout à fait, c'est que pour l'illustrer, vous voyez, c'est comme les gens qui ne se disent pas racistes. Vous savez, ils ont un voisin qui est étranger, il est très bien ce voisin, mais les autres quand même. Et bon, et ça prend un peu la même tournure. Oui, d'accord, les homosexuels, on les accepte, mais bon, quand même, pas le mariage, il y a l'union civile, etc. Donc on est un petit peu sur le même terrain où là, pareil, il y a des choses qui ne sont pas dites. Et donc vous avez l'impression qu'on est sur le fil et qu'il y a une certaine homophobie rampante. Je ne dirais pas homophobie rampante, mais on le disait tout à l'heure, il y a deux projets de société qui s'affrontent. Donc on n'est pas... je veux dire, ne pas être pour le mariage ouvert aux homosexuels ne veut pas dire, pour moi en tout cas, être homophobe. Mais j'attends en fait que les choses soient réellement dites. Je ne dirai jamais que... peut-être y en a-t-il certains, mais majoritairement, je ne crois pas que les élus de l'opposition soient des homophobes. Ils ne veulent pas, comme c'est un projet de société, comme ce sont deux projets de société qui s'affrontent, ils ne veulent pas donner les vraies raisons qui les amènent à rejeter ce texte. Et moi, j'attends ça. Très bien, écoutez, merci beaucoup Éliane Assassi d'avoir répondu à nos questions en direct. Je vais vous laisser rejoindre l'hémicycle. Peut-être un petit détour par la tribune de presse où se trouve Delphine Girard pour faire un peu un point sur les débats. Alors on en est où Delphine? Est-ce que ça avance un peu sur cet article 1? Bien actuellement, c'est Christiane Taubira, la garde des Sceaux, qui s'exprime. Elle donne l'avis du gouvernement sur les amendements de suppression qui ont été présentés par l'UMP et par l'UDI. Amendements de suppression de cet article 1 qui, on vous l'a dit, constitue le cœur de ce projet de loi car il ouvre à la fois le mariage mais aussi l'adoption aux couples de même sexe. Alors on a entendu plusieurs fois l'UMP développer toujours le même argument. Vous avancez masqué. Derrière le mariage pour les couples de même sexe, il y aura la PMA et la GPA. Réponse de la ministre déléguée à la famille, Dominique Bertinotti. Mais comment doit-on vous le dire? Même François Hollande a réaffirmé son hostilité à la GPA, le recours aux mères porteuses. Il est contre la marchandisation du corps humain. Et bien visiblement, ces arguments ne suffisent pas car ce qu'on entend ce soir, c'est toujours cette crainte des sénateurs UMP et bien que derrière ce projet de loi se profile à la PMA et la GPA pour les couples de même sexe. Voilà Perrine pour l'instant où on en est. Oui, voilà. Et j'entends que Jean-Claude Carle, le vice-président du Sénat qui préside cette séance dans l'hémicycle cet après-midi, annonce les explications de vote. On va les suivre tout de suite en direct. On rejoint l'hémicycle. À tout à l'heure. Notre droit de la famille relatif au mariage et en conséquence l'adoption et à la filiation est fondamentalement bouleversé par le projet de loi. Le présent article remet en cause le sens et la vocation du mariage pour l'ensemble des couples. Or, au nom du principe d'égalité, vous instaurez dans notre droit positif une fiction juridique, celle d'un nouveau principe d'égalité entre les personnes qui passe par la suppression de la référence au sexe biologique. En conséquence, le projet de loi supprime les mots « mari » et « femme » du Code civil et les remplace par les mots « époux » ou « conjoint » article 75. Madame la ministre, vous avez indiqué, pour moi, une civilisation a des fondements et des principes. Parmi eux figure celui de l'égalité. Estimez-vous que ce principe s'appliquera aux enfants qui seront privés délibérément de leur père ou de leur mère, aux enfants qui ne pourront établir leur filiation paternelle ou maternelle, s'inscrire dans une généalogie? Je voudrais me mettre à la place, je ne voudrais pas plutôt être à la place d'une enseignante qui aura dans la maternelle des enfants qui lui poseront la question « Pourquoi moi je n'ai pas de papa? Pourquoi mon petit copain il en a deux? Et pourquoi mon autre copain il en a un ?» Eh bien, à la place de l'enseignante, je pense qu'elle sera particulièrement gênée. Parce qu'il y en a un qui en aura un, l'autre en aura deux, et puis il y en a un qui n'en aura pas du tout. Je suis désolée, si c'est ça l'égalité, merci. Tout ce que vous permet le cadre juridique du mariage, vous allez donc en priver certains enfants. En fusionnant dans un même article deux mariages, on abolit à l'évidence le sens et la finalité de l'institution du mariage. En obligeant chacun à rentrer dans ce nouveau modèle de mariage, on instaure une vision uniforme et statutaire de la société.
Alors une société ouverte au contraire doit être au contraire ouverte, savoir cultiver et proposer plusieurs modèles. Tout à l'heure, on vous proposait, outre le mariage, l'union civile. C'est pourquoi je demande la suppression de l'article 1er. Merci. Merci. Monsieur le Président Hyest. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je ne suis pas une autorité particulière. J'essaie de réfléchir aux règles de droit, comme chacun d'entre vous. Simplement, j'ai une petite expérience, n'est-ce pas? Alors, mais ce n'est pas être une autorité. Tout d'abord, Monsieur Michel, je me permets de vous dire que la vision que vous avez de la famille dans le passé, moi, je vais vous aussi donner mon témoignage. Moi, j'appartiens à une famille nombreuse. C'est ma fierté. C'est ma fierté. Et je crois que si la France a aussi eu des hommes et des femmes qui se consacraient à leur famille, eh bien, c'était quand même important. Alors aujourd'hui, ça n'a plus d'importance. On fait famille, on fait famille. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Il y a des familles. Et ce n'est pas parce que il y a des familles qui ont... D'ailleurs, on peut très bien avoir des enfants, vivre en couple longtemps, et puis ne pas se marier. Le meilleur exemple étant donné par le président de la République. Alors c'est franchement... ben oui. Et donc, je ne pense pas que... Non, mais il n'y a pas de problème particulier. Pourquoi fait-on un problème particulier pour les couples homosexuels? On sait très bien qu'il y a des tas de formes, j'allais pas dire de famille, mais d'exercice de l'autorité parentale surtout. Et il y a des situations extrêmement diverses. Mais quand même, moi, je demeure absolument convaincu que si on ne garde pas la famille dans sa définition qui est depuis toujours, on va continuer à détruire la famille. Si c'est ce qu'on veut, il faut le dire. Puisqu'on nous dit, de toute façon, ça n'a aucune importance. D'ailleurs, on nous dit aussi l'altérité sexuelle n'a aucune importance. Il faut d'autres principes. Moi, personnellement, je suis convaincu que c'est dangereux. Et que, Monsieur Michel, vous dites, mais non, c'est pas grave. On donne simplement la possibilité aux couples homosexuels, d'ailleurs aux homosexuels, de faire comme les autres, de rentrer dans le rang, parce que c'est ça que vous nous avez dit. Eh bien, nous, on vous propose aussi, par l'union civile. Mais si vous commencez à toucher à la filiation, toucher à la famille, moi, je vous dis que c'est extrêmement dangereux. Et vous savez, quand on commence à toucher à ces institutions qui sont millénaires, ben je pense que la société se détruit petit à petit. Et moi, franchement, par conviction, ce n'est pas du droit, mais je pense qu'il y a l'humanisme que je défends ne permet pas de faire n'importe quoi. Et c'est pourquoi je voterai l'amendement du doyen Gélard, parce que je pense vraiment qu'on va trop loin. Merci. Monsieur François Trucy. Non, mais moi, je suis très inquiet parce que si je vais essayer d'être cohérent avec ce qui a été dit jusqu'à présent et le doyen Gélard, cette cohérence qui est saluée par Madame le ministre. Par contre, je ne suis pas du tout sûr d'avoir son tempérament et je m'en excuse par avance. L'ouverture du mariage aux couples de même sexe ne trouve, quoi que vous en disiez, aucune justification sur le terrain du combat pour l'égalité. D'ailleurs, le Conseil constitutionnel lui-même rappelle qu'il est loisible au législateur, c'est-à-dire à vous, d'organiser le droit différemment afin de régler des situations différentes. Et c'est ce qu'il a fait depuis toujours, il ne faudrait quand même pas oublier ce passé-là, sans ignorer les couples de même sexe, en créant le PACS, dont le régime, ce n'est pas le Conseil constitutionnel, c'est le législateur, dont le régime fiscal et patrimonial a été progressivement, grâce à tous, aligné sur celui du mariage. Certes, des différences existent, vous les avez rappelées, mais d'autres formules, mais vous ne les avez pas voulues, plus respectueuses de tous, pouvaient être envisagées pour remédier à cette différence de traitement. Concernant les enfants élevés par des couples de personnes de même sexe, ils ne sont pas non plus en situation de totale insécurité juridique, comme certains d'entre vous le craignent. Le législateur a prévu des possibilités en matière de partage ou de délégation de l'autorité parentale. Ça, c'est du droit appliqué. En revanche, si la situation actuelle ne porte préjudice à personne, l'ouverture du mariage aux couples de personnes du même sexe, à nos yeux, crée de nouvelles inégalités.
Des inégalités au sein même du mariage. Si la loi est adoptée, le principe d'unité du mariage disparaît. Il existera un mariage des hétérosexuels qui continueront de garantir à l'enfant une double filiation par le biais de la présomption de paternité et un mariage homosexuel où la filiation tiendrait plutôt du virtuel. Des inégalités dans l'accès au mariage. Si l'on transforme fondamentalement, substantiellement le fondement autrefois juridique du mariage en lui substituant un fondement, on va dire, sentimental, on réduit le mariage à une simple reconnaissance sociale de l'amour des couples de même sexe. Comment, dans ces conditions, vous-même ou le Conseil constitutionnel, saisi par le biais de QPC, ne pourrez pas s'attaquer aux lois prohibant la polygamie ou la minorité dans le mariage? Cet aspect tout à l'heure ne vous a pas inquiété, nous, il nous inquiète. Enfin, des inégalités parmi les couples de personnes du même sexe. Le gouvernement aurait dû nous permettre de discuter sereinement de ce dispositif qui introduit une inégalité certaine entre les couples homosexuels sur le simple fondement de leur sexe. Des inégalités parmi les enfants adoptés, nous en avons suffisamment parlé. La vérité nous oblige à dire que la majorité des enfants adoptés sont ressortissants de pays qui n'acceptent pas l'union homosexuelle des adoptants. C'est pourquoi les enfants, selon les candidats à l'adoption, ne disposeront pas des mêmes droits pour créer une famille. Enfin, cet article que nous contestons et qui constitue à vos yeux le cœur de la loi ne nous paraît pas en conformité avec notre ordre juridique interne qui, depuis 1804, a fait de l'altérité sexuelle un caractère fondamental du mariage. Or, rappelons que ce principe, dans un grand nombre de textes antérieurs à 1946, la loi du 27 juillet 1984 sur le divorce, la loi du 13 juillet 1907 relative au libre salaire de la femme mariée et à la contribution des époux aux charges du mariage, la loi du 18 février 1938 modifiant le Code civil. Le législateur a fait un principe fondamental reconnu par les lois de la République. C'est pour ça que je voterai l'amendement de M. Gélard. Merci. Monsieur Dominique de Legge. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les ministres, chers collègues. C'est clair, cet article 1 pose un problème de filiation, c'est largement expliqué là-dessus. On a compris quelle était la position du gouvernement, vous avez compris quelle est la nôtre. Je n'y reviens pas. Ceci étant, il y a une question à laquelle vous n'avez toujours pas répondu. Il est clair que la situation de l'adoption étant ce qu'elle est, vous ouvrez un droit à l'adoption dont on sait qu'il ne pourra pas effectivement s'exercer. Et donc moi je voudrais, Madame la Ministre, que vous répondiez à une question qui vous a été posée vendredi par M. Retailleau, que j'ai reposée cet après-midi et pour laquelle nous n'avons pas eu la réponse, ou alors nous avons eu plusieurs réponses. M. Sueur nous a dit tout à l'heure, nous n'avançons pas masqués. J'ai entendu M. Michel, rapporteur, nous dire tout à l'heure, je ne suis pas hypocrite, la suite arrivera. J'ai entendu Madame le ministre de la Famille nous expliquer que le président de la République n'était pas favorable à la GPA, mais je n'ai toujours pas la position du gouvernement sur la procréation médicalement assistée et par conséquent, au moment où nous allons voter cet article 1, il est important que vous nous disiez clairement si Madame Belkacem, lorsqu'elle a dit que la suite viendrait et qu'il faudrait régulariser avec la PMA, et lorsque M. Michel nous dit que la suite arrivera, le gouvernement est en désaccord avec cette position, ou s'il est en accord. Mais vous devez la vérité à la représentation nationale, vous devez la vérité aux Français. Il est temps que vous sortiez de l'hypocrisie et que vous nous disiez quelle sera la suite. Merci. Madame Elisabeth Lamure. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les ministres, mes chers collègues. Je regrette le manque de bonne volonté du gouvernement sur des questions qui intéressent l'ensemble de la société. Évidemment que nos propositions dénaturent votre projet puisque nous y sommes opposés. Nous contestons les notions de droit à la parenté, de droit à l'enfant que vous tentez d'introduire dans notre droit.
Et nous sommes opposés au bouleversement que vous engagez. En effet, nous espérons préserver l'altérité sexuelle dans le mariage afin de préserver la présomption de paternité. Nous souhaitons créer une nouvelle union assurant une meilleure sécurité juridique pour les couples de personnes de même sexe. Cela nous permettrait d'ailleurs de codifier les nombreuses dispositions qui existent déjà et qui permettent d'assurer la protection des enfants vivant avec des couples homosexuels. Et certains d'entre nous souhaitent très logiquement ouvrir l'adoption simple à ces couples. Nous considérons que le mariage s'insère dans la réalité biologique de la procréation. L'objectif de cette institution est donc de protéger juridiquement le lien de filiation entre un père et son enfant par le biais de la présomption de paternité. Vous souhaitez réduire le mariage à la reconnaissance sociale de l'amour entre deux personnes de même sexe. Or, notre positionnement n'est pas simplement de principe. Nous avions prévu la création d'une union civile qui aurait permis aux couples de même sexe de bénéficier d'un statut plus protecteur. Le régime de cette union aurait été aligné, comme nous l'avons exposé en début de débat, sur celui du mariage, excepté en ce qui concerne la filiation, puisque nous considérons que le droit ne saurait se substituer totalement à la nature, qui veut que la procréation soit le fait d'un homme et d'une femme. Conscients des réalités biologiques qui s'imposent à nous, nous n'ignorons pas non plus la nécessité d'améliorer le cadre juridique de l'union des couples de même sexe. Malheureusement, vous rejetez notre proposition sur le motif qu'elle modifie substantiellement le texte qui nous est présenté. Ainsi, et puisqu'il faut mettre en avant les interrogations que vous devriez à l'évidence résoudre par vous-même, je souhaiterais que vous nous expliquiez votre positionnement sur les conséquences de cet article. En ce qui concerne la dilution de la présomption de paternité, qui se voit fortement fragilisée par l'instauration d'une parenté virtuelle, en ce qui concerne la PMA, voire la GPA, qui en réalité constitue la suite logique du cheminement que vous tracez, et enfin en ce qui concerne l'égal accès des enfants à une famille, qui devrait être l'une des préoccupations majeures de ce débat. Je rappellerai, comme beaucoup d'autres collègues avant moi, que beaucoup de pays qui ouvrent l'adoption à des couples français le font notamment sur la base de leur situation matrimoniale. Certes, cette position peut vous déplaire, elle n'en constitue pas moins une réalité. Merci. Monsieur Philippe Bas. Allez, on revient quelques instants dans la salle des conférences à côté de l'hémicycle avec Jean-Jacques Hyest, sénateur UMP, ancien président de la commission des lois ici au Sénat. Bonsoir, merci d'être avec nous. Ça traîne un petit peu en longueur ce soir, monsieur Hyest, non, les débats? Veuillez m'excuser, mais je suis parlementaire depuis 1986. Je pense que le débat se poursuit normalement et que par rapport, il n'y a pas de blocage, il n'y a pas mais on défend des arguments et chacun doit pouvoir s'exprimer aussi sur un sujet qui est quand même important. Les sénateurs, le groupe UMP ici au Sénat n'a pas déposé 5000 amendements comme à l'Assemblée nationale, mais quelques 200 qu'il défend, amendement par amendement, avec vigueur. Bien sûr, parce que c'est notre rôle de dire d'abord que nous ne sommes pas d'accord avec le texte, et on a fait d'autres propositions. On va débattre sur l'article 1er, qui est bien sûr important, puisque c'est l'article qui ouvre la possibilité de se marier à des personnes homosexuelles. Mais après, il va y avoir tout ce qui concerne la filiation, tout ce qui concerne l'adoption, etc. Donc ça, je crois que ce sont des sujets qui sont aussi importants. Vous pensez que la bataille va être importante sur ce thème de la filiation, de l'adoption, des articles, des amendements qui vont arriver, je pense, à partir de mercredi maintenant en séance ou peut-être mardi soir? Tout dépend de la rapidité du vote de l'article 1er. Ensuite, on attaquera un certain nombre d'autres questions que soulève ce texte. Vous avez l'air assez satisfait de la stratégie de l'UMP, qui arrive quand même à peser sur les débats, à les faire traîner, pas dans le sens péjoratif du terme, mais en tout cas, avoir un débat assez approfondi sur ces questions-là. Ce qui me frappe quand même, c'est que la majorité est muette, complètement muette. Oui, vous avez compris, pour une seule et bonne raison, c'est qu'ils ne veulent pas ralentir les débats et aller le plus vite possible. Ils ralentissent puisqu'il y a des scrutins publics à chaque fois. Parce qu'ils ne sont pas assez nombreux dans l'hémicycle. Donc ils ne sont pas mobilisés, ils ne croient pas leur texte, alors que nous combattons vigoureusement ce texte. Ou alors parce que la gauche, ici au Sénat, pense que le vote sur l'ensemble du projet de loi est déjà acquis? Ça, c'est ce qu'on verra le moment venu. Oui, vous pensez qu'il y a encore un certain suspense ici au Sénat? Moi, je ne dis jamais avant quand le texte peut être voté. Peut-être d'ailleurs, y a-t-il des arguments qui peuvent peser pour un certain nombre de nos collègues?
Toujours est-il que l'union civile, que le groupe UMP, l'union civile pour les couples homosexuels, que le groupe UMP défendait a été rejeté cet après-midi en séance. C'était quand même l'amendement majeur de votre groupe. Vous avez encore des espoirs sur l'ensemble du texte? Ça se pourrait, oui, que certains s'aperçoivent que si le mariage est admis, mais c'est une sorte d'union civile, toutes les conséquences sur la filiation posent beaucoup de problèmes à un certain nombre de sénateurs socialistes, je le sais. Et j'ajouterais en plus que les déclarations à la fois du président de la commission des lois qui dit « touchons pas aux autres questions », mais en fait, si on ne touche pas aux autres questions, on va pas... Les autres questions, c'est quoi? C'est la PMA, la GPA, c'est ça? Évidemment. Hein, mais si on ne touche pas à ces autres questions, de toute façon, le législateur ne peut pas dire simplement « je règle ce problème-là et ensuite j'arrête ». C'est pas vrai. D'ailleurs, il y a d'autres pays qui ont dit, par exemple, c'est le Portugal, on fait un mariage civil, mais pas d'adoption. L'Allemagne, il y a un partenariat civil, mais pas d'adoption. Parce que si vous ouvrez l'adoption, bien entendu, comme on sait en plus que l'adoption devient pratiquement impossible dans nos pays, et tant mieux, ça veut dire qu'il y a moins d'enfants adoptés, eh bien, pour avoir des enfants, il faudra avoir recours à d'autres techniques. Vous ne pensez pas, Monsieur Hyest, quand même que, in fine, sur le vote concernant l'ensemble du projet de loi, on ne va pas retrouver le bon vieux clivage gauche-droite et que ça va être un vote avant tout politique plutôt que sur le texte? Ah non, je pense que franchement, alors probablement y a-t-il des valeurs communes d'un côté de l'hémicycle et de l'autre côté de l'hémicycle, mais vous avez vu qu'il y a certains de nos collègues qui sont des libéraux, très libéraux, dans tous les domaines, qui vont voter le texte. Et puis, il y a un certain nombre de personnes qui sont engagées à gauche, mais qui ne voteront pas ce texte. Très bien. Écoutez, merci beaucoup, Jean-Jacques Hyest, d'avoir répondu en direct à nos questions. Je vous laisse rejoindre l'hémicycle du Sénat, où votre collègue de l'UMP, Philippe Bas, est en train de s'exprimer. Éducative. C'est tout simplement qu'au cœur de la vie de cet enfant, qui aura été conçu sans l'avoir demandé, comme tout enfant, il y aura l'absence du parent de l'autre sexe. Et vous ne pourrez faire, parce que vous avez un rêve et une utopie, que ça se passe autrement, que cette absence ne soit pas un manque profond. Nous voulons l'éviter, tout simplement. Et nous disons que nous pouvons organiser la vie de ces familles sur d'autres fondements que ceux que vous proposez. Et c'est la raison pour laquelle je soutiens, avec un peu de passion, en effet, monsieur le rapporteur, l'amendement de suppression qui a été présenté par nos collègues Gélard, d'une part, et Zocchetto, d'autre part. Merci. Monsieur Bruno Retailleau. Oui, Mesdames les ministres, Monsieur le Président, chers collègues, Madame la ministre déléguée, je voudrais revenir sur vos propos parce que tout à l'heure, les arguments que vous nous avez fournis sont finalement autant d'arguments que nous contestons d'ailleurs à la vision de ce projet. Première observation, vous nous avez dit finalement, bien sûr, il n'y a pas de modèle de famille. Tout se vaut et en réalité, le pire, c'est le modèle finalement. C'est ignorer que tous ceux qui s'occupent de l'action sociale, qui en sont responsables ou qui sont en première ligne de la misère actuelle, savent bien que les situations de misère souvent sont amenées par des pathologies de la famille. Pas d'ailleurs en matière d'homosexualité ou d'hétérosexualité, mais parce que quand la famille se délite, eh bien, il y a des conséquences sociales. C'est une évidence que tout le monde reconnaît et qu'il faut reconnaître. Et que des propos aussi relativistes dans la bouche de la ministre de la Famille de la République, qu'elle signale, toutes les études montrent aujourd'hui que le premier bouclier vis-à-vis des difficultés sociales, c'est la famille. Alors, il ne s'agit pas de dégrader tel ou tel comment dirais-je, comportement familial. Il s'agit simplement, vous qui représentez l'État, de dire un modèle familial, c'est important. Voilà. Et le modèle familial, c'est le père, la mère et les enfants, parce que c'est le cadre, pour le moment, qui est le plus protecteur. Ensuite, la question centrale, les enfants. Le droit aux enfants. Vous avez, madame, à plusieurs reprises utilisé ce terme, le droit à l'enfant. Vous avez même utilisé un autre terme en parlant du désir à l'enfant. J'imagine que c'était le désir pour l'enfant, peu importe. Mais c'est la même chose. Vous voyez, ce qui fonde notre opposition radicale au projet et au texte, c'est que vous ne prenez garde à rien et certainement pas
aux précautions qu'un certain nombre d'autorités ont attirées. Le défenseur des droits des enfants, le défenseur des droits, Dominique Baudis, qui a pointé des incertitudes juridiques préjudiciables aux enfants. Le Conseil supérieur de l'adoption, vous connaissez son avis, il a été relaté dans l'étude d'impact pourtant lacunaire. Les nombreux pédopsychiatres. Alors pourquoi, avec tant d'avis, des avis extrêmement mitigés vis-à-vis des plus faibles, les enfants, pourquoi est-ce que vous voulez les passer par pertes et profits, par pure idéologie? Parce que vous poursuivez un objectif qui est un objectif dicté simplement par l'utopie. Vous savez ce que signifie l'utopie en grec? C'est un lieu qui n'existe pas. Et Madame la ministre, je vous ferai remarquer, ça n'est pas le droit qui empêche des couples de même sexe d'avoir des enfants. C'est la nature, tout simplement. Et un moment ou un autre, nous le montrerons dans le cours du débat, vous serez confrontés, certes, il y a l'adoption, mais vous verrez bien que l'offre d'adoption, malheureusement, vous aviez aussi parlé l'autre jour d'offre d'adoption, sera insuffisante et qu'il faudra recourir à d'autres moyens. Alors, au point où nous en sommes du débat, je voudrais, Madame la garde des Sceaux ou Madame la ministre déléguée, avoir enfin une réponse à la question que je vous ai posée vendredi soir. Les propos de la porte-parole du gouvernement sont-ils vrais ou faux? Elle a déclaré deux choses, que la PMA, c'était votre intention, elle se ferait, et qu'un des objectifs de la loi, c'était la régularisation des bébés Thalys, c'est-à-dire des bébés qu'on va faire par insémination artificielle en Belgique. Oui ou non, madame? Je vous sais attaché à la vérité, madame Taubira, dites-nous la vérité. Aujourd'hui, les Français ont besoin de connaître la vérité. Y a-t-il un double fond à cette loi? Je pense qu'aujourd'hui, on sent, vous sentez, comme nous tous, la colère publique qui monte. Cette colère publique, sans doute est-elle causée par l'attitude de quelques-uns. Cette colère publique, sans doute, est-elle suscitée par l'impuissance publique de beaucoup, depuis longtemps. Il ne faudrait pas que cette colère publique soit aussi suscitée par le mensonge qu'on ferait, peut-être par omission, aux Français. Oui ou non, y a-t-il derrière ce texte autre chose qui se profile sur les méthodes de procréation assistée? Merci de votre réponse. Elle nous intéresse et elle intéresse tous les Français. Merci. Monsieur André Triard. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, mes chers collègues, dans l'article 1er, vous ouvrez le mariage et l'adoption aux couples de même sexe au prétexte que le mariage est la reconnaissance sociale du couple, ce qui est tout à fait réducteur. Le mariage civil n'a pas pour but de reconnaître la relation entre deux personnes et d'officialiser leur amour. En allant jusqu'au bout de cette logique, tous les gens qui s'aiment devraient pouvoir se marier. Or, la loi a fixé des limites. Et pourquoi? Oui, parce que le mariage n'est pas la simple reconnaissance de l'amour, ni même la consécration d'une union privée. Dois-je rappeler ici le symbole que revêt l'obligation de laisser la porte de la mairie ouverte lors de la célébration d'un mariage? Le mariage est une institution de la société qui permet de fonder en droit la filiation biologique. Nous citons donc bien au-delà de la simple relation de couple, mais dans le cadre de la famille. Je rappelle que le Code civil dit que le mariage est l'institution par laquelle un homme et une femme s'unissent pour vivre en commun et fonder une famille. On lit aussi à l'article 203 « Les époux contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants ». Je tiens à le souligner, la question n'est pas celle de la capacité des personnes homosexuelles à aimer, elle est celle de l'institutionnalisation, de la codification par la loi d'une structure familiale nouvelle. Autant l'orientation sexuelle est la résultante d'actes posés par l'individu dans son libre arbitre, autant le mariage est une institution sociale publique entérinée par des représentants de l'État aux yeux de la société. Ceci contredit donc la notion de liberté de se marier, alors même qu'il s'agit d'un acte légal soumis à des conditions précises, à commencer par la différenciation des sexes. Autre postulat erroné sur lequel repose la philosophie de votre projet, votre conception de la loi et de son rôle. Pour nous, la loi ne sert pas seulement à donner des droits, à suivre des évolutions sociales, à faire plaisir à tel ou tel, à assumer les engagements numérotés d'un candidat à la présidence de la République. C'est une boussole qui sert à fixer des valeurs qui sont autant de points de repère pour la société.
Et quand cette loi touche à des valeurs ancestrales aussi importantes que celles du mariage ou de la filiation, à des êtres aussi vulnérables que les enfants, nous redoublons de prudence, car nous ne voulons pas jouer les apprentis sorciers. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons demandé en vain un grand débat public préalable, tant nous sommes convaincus qu'au-delà de cette légitimité de la représentation nationale que nous incarnons, chaque Français doit pouvoir s'exprimer sur la forme de famille qu'il laissera en héritage à ses enfants. C'est pour cela que nous avons défendu une motion référendaire, car nous débattons aujourd'hui d'un vrai sujet de civilisation qui mérite mieux qu'un texte de loi bricolé, truffé d'incohérences juridiques comme scientifiques et bourré de non-dits. La stabilité de la loi est un outil essentiel pour la démocratie. La philosophie qui est la vôtre s'inscrit aux antipodes. Et je cite, lors du débat à l'Assemblée nationale, l'un de nos collègues députés a résumé par ses propos toute la philosophie du projet. Il est grand temps que la loi rattrape les mœurs. Vous rendez-vous compte, Madame la Ministre, que sous-tend cette phrase et des errements auxquels l'application d'un tel principe pourrait donner lieu. Le rôle de la loi n'est pas de courir après les évolutions de la société, il est d'offrir un cadre de référence cohérent, stable et protecteur aux citoyens. La loi n'est pas faite pour répondre aux desiderata d'une minorité, même si, nous l'avons souligné à plusieurs reprises, un très large consensus se dégage sur la nécessité d'apporter une reconnaissance juridique aux couples homosexuels. Portalis, dont la statue veille ici, ne disait-il pas en son temps, il faut toucher aux lois d'une main tremblante. Ah oui, il est sur notre côté. Il est grand temps que la loi rattrape les mœurs. Vous rendez-vous compte, Madame la Ministre, de ce que la philosophie sous-jacente à ces propos condamne par avance toutes vos dénégations relatives à la PMA et à la GPA. Vous rendez-vous compte de la portée de la déclaration de votre prédécesseur garde des Sceaux, Madame Guigou, présentant le projet de Pacs, mon refus de l'adoption pour des couples homosexuels est fondé sur l'intérêt de l'enfant et sur ses droits à avoir un milieu familial pour épanouir sa personnalité. Même, je vous concède qu'il n'est pas interdit d'évoluer, le moins que l'on puisse dire est que son revirement ne plaide pas en faveur de la confiance que l'on peut placer dans la fermeté des engagements socialistes, en particulier dans des domaines aussi sensibles. Vous trompez les Français en reportant les discussions sur la procréation médicalement assistée à un autre texte. Et Madame la ministre de la Famille a traité avec un mépris et avec une destruction l'ensemble du système de protection de l'enfance. Vous trompez les Français en promettant que la gestation pour autrui ne sera pas autorisée. Le premier pas vers la GPA en a d'ailleurs été franchi avec votre circulaire, Madame. La nécessité supposée de prendre en compte la situation particulière des enfants nés selon de tels procédés est une argutie. Ces enfants sont instrumentalisés par ceux-là même qui ont provoqué la situation pour satisfaire leurs revendications d'adultes. Derrière le mariage pour tous, il y a donc clairement dans votre texte le droit à l'enfant pour tous et par tous les moyens, sans pourtant que vous puissiez assumer ouvertement les conséquences de votre texte. Non, Madame la Ministre, il n'est pas grand temps que la loi rattrape les mœurs. Il est temps que la loi réfléchisse. Merci. Au droit. Monsieur Christophe Béchu. Monsieur le Président, Madame. On a connu déjà. Monsieur le Président. Vous avez la parole et vous seul. Monsieur le Président, Madame la Garde des Sceaux, Madame la Ministre, mes chers collègues. Cet article 1er est la clé de voûte du projet de loi qui nous est soumis. Consacrer quelques minutes à expliquer ce que peut être une position de vote ou à exprimer l'opinion qui justifie une position dans cet hémicycle me semble, compte tenu de l'importance de cet article, aller de soi. J'ajoute que les amendements qui ont été déposés, à la fois par le doyen Gélard et par le président Zocchetto, proposent de supprimer purement et simplement cet article, ce qui, au moins en termes de cohérence par rapport à ceux qui suivront et qui profitent de n'en enlever qu'une partie, ont au moins le mérite de la clarté. Ce projet de loi sur le mariage pour tous, finalement, de quoi nous parle-t-il? Et je vais emprunter les mots d'un autre. S'agit-il d'une question de sexualité? La réponse est non. Chaque adulte est libre de son orientation et de ses pratiques sexuelles dès lors qu'elles sont
consentie et non violente. S'agit-il d'un nouveau contrat entre deux personnes? La réponse est non. Le PACS existe depuis 1999, même s'il pourrait être amélioré sans doute. S'agit-il de permettre une reconnaissance sociale de l'amour? La réponse est encore non. Le mot amour ne figure pas dans le Code civil. Et heureusement, car il faudrait alors en vérifier la réalité. Je cite toujours: un officier d'état civil ne demande jamais aux futurs époux s'ils s'aiment. Il le constate souvent, et c'est tant mieux, mais il faut ajouter qu'on peut s'aimer toute une vie sans se marier. S'agit-il d'une question de filiation et donc des enfants? La réponse est oui, car le mariage entre deux personnes de sexe différent présuppose une filiation biologique. Ces mots, mes chers collègues, ce sont ceux de Bernard Poignant. Et ce sont des mots qui ne datent pas d'il y a 10 ans, qui datent de l'année 2012. Je n'ai pas été chercher des extraits du journal officiel qui datent des débats sur le PACS, il y a 10 ans. J'ai été chercher des propos publics qui ont moins d'1 an dans leur expression. Ce qui montre, au-delà de ce que certains voudraient faire croire, qu'il peut y avoir des opinions personnelles et de conscience sur tous ces bancs, et que chacun sur ce sujet peut avoir une opinion. Pour dire les choses de manière encore plus claire, mes chers collègues, ce que je n'apprécie pas dans la manière dont se déroulent les débats, c'est de vouloir faire croire qu'il y aurait d'un côté toutes celles et tous ceux qui, parce qu'ils refuseraient ce projet de loi, s'inscriraient dans une homophobie honteuse ou avouée, franche ou larvée. Acceptez, mes chers collègues, qu'il puisse y avoir dans cet hémicycle des gens qui, sans partager votre opinion, ne manquent en aucune manière de respect à nos concitoyens qui vivent d'une manière différente la sexualité et la parentalité. Alors oui, cet article 1er, il est effectivement au cœur du dispositif. Et vous avez, monsieur le rapporteur, monsieur Michel, dit tout à l'heure que le rôle du législateur, c'était de dire la vérité. C'est vous, monsieur le rapporteur, qui avez utilisé ces propos. Au cœur des motivations des uns et des autres pour voter ou pour ne pas voter les amendements supprimant cet article 1er, il y a la question de ce qui arrive après. Parce que de manière claire, au nom de la conception que vous avez du principe d'égalité, vous nous dites égalité de mariage, donc égalité devant l'adoption, et donc demain, égalité qui amènera la PMA. Et au nom du même principe d'égalité, on viendra dans cet hémicycle justifier de manière automatique et domino la GPA. À partir de ce moment-là, la clarté de l'édifice législatif mérite d'être présentée pour que chacun puisse voter en son âme et conscience. En ce qui me concerne, la démonstration du doyen Gélard et du président Zocchetto m'ont convaincu et je voterai ces amendements de suppression. Merci, monsieur Pierre Bordier. Président, Mesdames les ministres, mes chers collègues, l'un des arguments que vous avez avancé régulièrement, Mesdames les ministres, est que le mariage, le vrai, a perdu de sa valeur, qu'il n'est plus qu'une forme de vie de couple parmi d'autres, que l'on constate une forte augmentation des divorces, du nombre de familles recomposées et monoparentales. L'ouverture du mariage aux personnes de même sexe s'inscrit donc dans la politique du moins-disant pour les familles et les enfants. Votre constat est juste. Ce qui est contestable, c'est votre passivité face à ce constat. En tant que garde des Sceaux en charge de la protection des personnes et en tant que ministre en charge des familles, votre action se résume à constater que le cadre protecteur et sécurisant que met en place le mariage pour chacun des membres de la famille n'a plus lieu d'être. Il revient à dire que les enfants s'épanouissent aussi bien dans les familles désunies ou recomposées que dans celles où les parents restent unis et engagés. Il revient à prendre comme prétexte la souffrance des enfants dont les parents se séparent dans le divorce pour dévaloriser l'institution du mariage. Votre devoir, en tant que ministre, n'est-il pas plutôt de vous attaquer aux causes des divorces qui entraînent tant de souffrances pour les adultes et les enfants?
Le champ des mesures à mettre en œuvre relève de nombreux domaines, à commencer par l'éducation des jeunes à l'engagement, pour finir par la mise en œuvre de mesures fiscales appropriées. Sauf à penser que les fragilisations conséquentes à l'instabilité des familles et aux séparations sont sans effet sur la société dans son ensemble. Sauf à penser que les jeunes d'aujourd'hui, adultes de demain, n'aspirent plus à cette forme d'engagement profond à laquelle ils aspirent dans le mariage, ce qui revient à mépriser leurs souhaits et leur capacité à s'engager dans la durée. Le cadre protecteur mis en place par l'institution du mariage entre deux personnes de même sexe l'est non seulement pour la famille, mais aussi pour la société tout entière. Il est corrélatif à l'engagement pris par l'homme et la femme unis dans le mariage devant la société. Il s'agit d'un engagement social. En tant que législateurs, nous devons donc d'encourager le service social qu'il rend. Quel est son sens? La dimension familiale du mariage, incluant la perspective de la transmission de la vie, s'agissant donc de l'enfant, il est acquis pour tous que pour se construire et se développer harmonieusement, il a besoin de cette sécurité très étroitement liée à son environnement familial. La responsabilité d'un gouvernement est d'encourager les situations qui garantissent au mieux cette sécurité et génèrent le maximum de stabilité. Nul doute que la structure la plus favorable est bien celle du mariage entre deux personnes de sexes différents, conscientes de l'engagement qu'elles prennent devant les enfants et la société, et l'une vis-à-vis de l'autre. Nous espérons que dans le cadre du prochain projet de loi sur la famille, vous saurez, Mesdames les ministres, aller au-delà du constat d'échec pour proposer les dispositions propres à redonner un élan à cette institution protectrice. Elles devront être à la hauteur du service public que rend cette institution, qui articule dans le domaine personnel et patrimonial les droits et devoirs des époux entre eux et à l'égard des enfants à venir. Concernant le texte de loi dont nous débattons, la vraie question que l'on doit se poser est bien sûr celle-ci. Est-ce un progrès de civilisation, comme vous l'avez considéré, Madame la Ministre, que la remise en cause du cadre juridique et social qui structure la société et la filiation depuis des siècles? Pourquoi le menacer alors qu'il doit être consolidé, comme je l'ai évoqué ci-dessus? N'y avait-il pas d'autre voie pour organiser juridiquement les liens entre les personnes de même sexe? Vous êtes-vous vraiment posé toutes les questions quant aux conséquences de son remplacement par un nouveau référent, la volonté contractuelle des individus, quelle que soit leur orientation sexuelle? Le contrat relevant de la liberté des individus, comment poser les limites à ne pas dépasser dans l'exercice de cette liberté, dans le souci du respect de celle de l'autre? Notre République ne doit-elle pas veiller à ce qu'un individu ne fasse pas primer son propre intérêt sur celui de l'autre? Comment définir et aboutir au bien commun? Peut-il y avoir une vie en société sans repères partagés? La source de la transmission de la vie n'en est-elle pas un? Le droit de la famille porte-t-il une valeur symbolique? Ne doit-il pas poser des repères partagés par tous? La course réitérée au droit à, qui semble prendre le pas sur le droit de, est-elle compatible avec le modèle de notre République une et indivisible? En effet, ne risque-t-elle pas d'être une source de multiplication des communautarismes, à l'inverse de la recherche du bien commun? C'est pourquoi je demande la suppression de cet article 1er qui, au contraire de valoriser le mariage comme cadre protecteur de la famille et des enfants, en supprime la condition qui est l'altérité du couple qui s'unit dans le mariage. Bravo. Merci, Mesdames les ministres, mes chers collègues. Je vais donc suspendre la séance, non sans vous avoir donné lecture de l'ordre du jour du mardi 9 avril à 9h30, questions orales, à 14h30 et le soir, suite du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Mes chers collègues, la séance est levée. Voilà donc pour la séance autour du projet de loi Mariage pour tous ce soir ici au Sénat. La séance est levée, elle reprendra sur ce texte demain après-midi à partir de 14h30 puisque le mardi matin est réservé au Sénat aux questions orales posées par des sénateurs aux membres du gouvernement. On va faire un dernier point avec Delphine Girard dans l'hémicycle du Sénat en tribune de presse sur le texte ce soir. Delphine.
peut dire, c'est que les débats s'enlisent ici au Sénat. On pensait que l'article 1er allait être voté ce soir. Eh bien, on en est bien loin. L'UMP développe une stratégie d'obstruction en multipliant les prises de parole, les explications de vote. Et après avoir défendu tout l'après-midi sa position contre cet article 1er, elle demande à présent sa suppression. Alors, ça crée une certaine tension dans l'hémicycle. On a pu entendre le sénateur de Paris, David Assouline, dire « vous faites de l'obstruction ». Et puis, il faut dire effectivement que les arguments développés par la droite sénatoriale tournent toujours autour de cette question de la GPA, de la PMA. Le gouvernement avancerait masqué selon la droite. On a beaucoup entendu cette expression cet après-midi. Alors demain, vous l'avez dit, la séance reprendra en début d'après-midi, mais il faudra encore attendre une vingtaine d'amendements qui ne sont pas examinés avant qu'il y ait toutes les explications de vote sur cet article 1er dont le vote se fait définitivement attendre très longtemps ici au Sénat. Voilà Perrine, en tous les cas, merci d'avoir suivi avec nous cette séance. C'est ce qu'on pouvait dire ce soir en direct de l'hémicycle. Merci Delphine. Effectivement, un vote sur l'article 1 qui interviendra peut-être finalement que demain en fin d'après-midi, voire peut-être dans la soirée si les débats traînent encore demain. En tout cas, le vote sur l'ensemble du projet de loi semble maintenant plutôt se déplacer vers la journée de vendredi. C'est ce que m'ont dit plusieurs sénateurs ici ce soir. En tout cas, pour continuer à suivre les débats autour de ce texte mariage pour tous ici au Sénat, rendez-vous demain sur notre antenne à partir de 16h30. Très bonne soirée à tous.